Monsieur Lecoq, partie 8, chapitre 36. Lecoq respira. Il en était à chercher si quelque futile circonstance oubliée ou négligée n'avait pas disloqué toutes ces combinaisons. Il en était à se demander si l'énigmatique prévenu n'avait pas refusé la périlleuse liberté qui lui était offerte. Inquiétude folle, mais s'évadait, non pas à l'étourdi, mais avec préméditation. Entre le moment où il s'était senti seul, oublié dans son compartiment mal fermé, et l'instant où il avait entrebâillé la portière, il s'était écoulé assez de temps pour qu'un homme de sa force, doué d'une prodigieuse perspicacité, pût analyser et calculer toutes les conséquences d'une si grave détermination. Si donc il donnait dans le piège qui lui était tendu, c'était en toute connaissance de cause. Il acceptait, en téméraire peut-être, mais non pas en dupe, une lutte prévue. Or, pensait Lecoq, s'il accepte cette lutte, c'est qu'il entrevoit quelque chance d'en sortir vainqueur. Grave sujet de crainte pour le jeune policier, mais aussi prétexte d'une délicieuse émotion. Il avait une ambition au-dessus de son état, et tout ambitieux est joueur. Il considérait la partie comme presque égale entre le prévenu et lui. Plus de prison, désormais, de geôlier, de juge, rien de tout le formidable appareil de la justice. Il restait seul en présence, libre dans les rues de Paris, armé de défiance pareille, obligé aux mêmes ruses, forcé pour se cacher l'un de l'autre de recourir à des précautions identiques. Lecoq avait, il est vrai, un auxiliaire, le père Absinthe, mais qui assurait que Mai ne saurait pas rejoindre son insaisissable complice. C'était donc un véritable duel, dont l'issue dépendait uniquement du courage, de l'adresse et du sang-froid des deux adversaires. Toutes ces réflexions ensemble avaient traversé avec la rapidité de l'éclair l'esprit du jeune policier. Il lâcha vivement sa pelle et, courant à un sergent de ville qui sortait de la préfecture, il lui remit une lettre qu'il tenait toute prête dans sa poche. « Portez vite ceci à M. Segmuller, le juge d'instruction, » lui dit-il. « C'est pour une affaire de service. » Le sergent de ville voulut interroger ce garnement, qui correspondait avec des magistrats, mais déjà Lecoq s'était élancé sur les traces du prévenu. Mais n'était pas bien loin. Il s'en allait le plus paisiblement du monde, les mains dans ses poches, la tête haute et la mine assurée. Avait-il réfléchi qu'il est très dangereux de courir aux environs d'une prison dont on vient de s'enfuir ? Ne se disait-il pas plutôt que si on l'avait laissé s'évader, ce n'était pas, à coup sûr, pour le reprendre tout de suite ? Bientôt, il fut clair que cette dernière considération dictait seule sa conduite, et qu'il s'estimait fort en sûreté, tout en sachant bien qu'il devait être surveillé. Il ne se hâta nullement lorsqu'il eut dépassé le pont au change, et c'est du même train insolemment tranquille d'un promeneur qu'il suivit le quai aux Fleurs et s'engagea dans la rue de la Cité. Rien de suspect en lui ne trahissait le prisonnier évadé. Depuis que sa malle, cette fameuse malle qu'il prétendait avoir déposée à l'hôtel de Mariembourg, lui avait été rendue, il ne manquait jamais, quand il allait à l'instruction, de mettre ses plus beaux effets. Il portait, ce jour-là, une redingote, un gilet et un pantalon de drap noir. On devait, en le voyant passer, le prendre pour un ouvrier aisé, endimanché en l'honneur de la Saint-Lundi. Mais lorsqu'après avoir passé la Seine, il arriva rue Saint-Jacques, ses allures changèrent. Il parut s'orienter en homme qui ne se reconnaît plus dans un quartier qui lui était autrefois familier. Sa marche, parfaitement sûre jusqu'alors, devint indécise. Il avançait maintenant le nez en l'air, regardant de droite et de gauche, épiant les enseignes. Évidemment, il cherche quelque chose, pensait Lecoq. Mais quoi ? Il ne tarda pas à le savoir. Une boutique de marchands de vieux habits s'étant rencontrée, mais y entra avec un empressement visible. « Hé, murmura le jeune policier, je parierais volontiers que ce soi-disant saltimbanque a été étudiant et qu'il lui est arrivé de vendre par ici le superflu de sa garde-robe pour aller danser à la Chaumière. »
Il s'était réfugié en face, sous une porte cochère, et semblait fort occupé à allumer une cigarette. Le père Absinthe crut pouvoir s'approcher sans inconvénient. « Eh bien, monsieur Lecoq, dit-il, voici notre homme en train de troquer ses habits de drap contre des vêtements grossiers. Il demandera du retour, on lui en donnera. Vous qui me disiez ce matin, mais sans le sou, c'est la plus belle carte de notre jeu. Bast, avant de nous désoler, attendons. Qui nous dit qu'on va lui donner de l'argent ? Les marchands d'habits n'achètent guère aux passants que sous la condition d'aller les payer à domicile. » Le père Absinthe, là-dessus, s'éloigna. Il se payait de ses raisons, mais non Lecoq, qui les lui donnait. Au-dedans de lui, le jeune policier s'adressait les injures les plus fortes. Encore une étourderie, une faute, une arme laissée aux mains de l'ennemi. Comment lui, qui se croyait si ingénieux, n'avait-il pas su prévoir ce qui arrivait ? Il était si facile de ne laisser en possession du prévenu que ces misérables loques de prison. Son repentir fut moins cuisant quand il vit Mai sortir de la boutique comme il y était rentré. La chance dont il avait parlé au père Absinthe sans y croire se décidait en sa faveur. Le prévenu chancelait au premier pas qu'il fit dans la rue. Son visage trahissait l'angoisse suprême du noyé qui sent s'enfoncer la frêle planche sur laquelle il fondait son seul espoir de salut. Mais que s'était-il passé ? Lecoq voulait le savoir. Il modula d'une certaine façon un vigoureux coup de sifflet, signal convenu pour avertir son compagnon qui lui abandonnait la poursuite, et un coup de sifflet pareil lui ayant répondu, il entra dans la boutique. Le marchand d'habits était encore à son comptoir. Lecoq ne s'amusa pas à parlementer. Il exhiba sa carte, preuve de sa profession, et d'un ton bref demanda des renseignements. « Que voulait l'homme qui sort d'ici ?» Le négociant parut se troubler. « C'est toute une histoire, » balbutia-t-il. « Contez-la moi, » ordonna Lecoq, surpris de l'embarras de cet homme. « Oh, c'est bien simple. Il y a une douzaine de jours de cela, je vois entrer ici un individu, portant un paquet sous le bras, qui demande à me parler de la part d'un de mes pays, qu'il me nomme. Vous êtes Alsacien ? Oui, monsieur. Pour l'or, je vais avec ce particulier chez le marchand de vin du coin. Il demande une bouteille de supérieur, et quand nous avons trinqué, il me demande si je veux consentir à garder chez moi le paquet qu'il porte, jusqu'à ce qu'un de ses voisins vienne me le réclamer. Crainte d'erreur, ce cousin devait me dire certaines paroles de reconnaissance. Un mot de passe, quoi. Moi, je refuse net. Justement, le mois passé, j'ai failli me trouver pris dans une affaire de recel pour une obligeance pareille. Non, jamais vous n'avez vu d'homme si surpris, ni si vexé. Ah, je peux dire qu'il a tout fait pour me décider. Il a été jusqu'à me promettre une bonne somme pour ma peine. Tout cela ne faisait qu'augmenter ma défiance, et j'ai tenu bon. Il s'arrêta pour reprendre haleine, mais Lecoq était sur des charbons ardents. Et après ? Insista-t-il durement. Après ? Dame, cet individu a payé la bouteille et est parti. J'avais oublié cela quand, tout à l'heure, entre un autre particulier qui me demande si je n'ai pas pour lui un paquet déposé par un de ses cousins, et qui tout de suite se met à bredouiller une phrase, le mot d'ordre, sans doute. Quand j'ai répondu que je n'avais rien, il est devenu blanc comme un linge, et j'ai cru qu'il s'évanouissait. Tous mes doutes me sont revenus. Aussi, quand il m'a proposé d'acheter ses vêtements, bernique. Tout cela était fort clair. Et comment était ce cousin d'il y a 15 jours ? Demanda le jeune policier. C'était un homme d'assez forte corpulence, un bon gros rougeau avec des favoris blancs. Ah, je le reconnais très bien. Le complice, exclama Lecoq. Vous dites ? Rien qui vous intéresse. Merci. Je suis pressé. Vous me reverrez. Salut. Lecoq n'était pas resté 5 minutes chez le marchand d'habits. Pourtant, lorsqu'il sortit, Mai et le père Absinthe avaient disparu. Mais il n'y avait rien là d'inquiétant. Lorsqu'il avait arrêté avec son vieux collègue le plan de cette chasse à l'homme à travers Paris, le jeune policier s'était évertué à en imaginer toutes les difficultés afin de les résoudre à l'avance. Or, le cas présent avait été prévu. Si l'un des deux observateurs se trouvait obligé de rester en arrière, l'autre devait le mettre à même de rejoindre grâce à un expédient emprunté aux aventures du Petit Poucet.
Il était convenu que celui qui resterait sur la piste de mai tracerait, de distance en distance, à la craie, sur les murs et sur les volets des magasins, des flèches dont le fer, comme un index tendu, indiquerait au retardataire la route à suivre. Pour savoir où aller, Lecoq n'avait donc qu'à interroger les devantures des environs. L'examen ne fut ni difficile ni long. Sur les volets de la 3e boutique, après celle du marchand d'habits, une flèche superbe se voyait, la pointe tournée vers le haut de la rue Saint-Jacques. Le jeune policier s'élança dans cette direction. Il se hâtait, dévoré d'inquiétude. Ah, son assurance du matin venait de recevoir un rude choc. Quel terrible avertissement que cette déclaration du marchand de vieux habits. Désormais, c'était un fait acquis. Le mystérieux et insaisissable complice du meurtrier avait poussé la prévoyance jusqu'à s'inquiéter de combinaisons de salut pour le cas si improbable d'une évasion. La subtile pénétration de cet homme dépassait les prétendus miracles des somnambules lucides. Que contenait ce paquet, pensait Lecoq. Des vêtements, sans doute, un déguisement, de l'argent, des papiers supposés, un faux passeport. Il arrivait rue Soufflot, il dut s'interrompre pour demander son chemin aux murailles. Ce fut l'affaire d'une seconde. Une longue flèche, sur le magasin d'un petit horloger, montrait le boulevard Saint-Michel. Le jeune policier reprit sa course. Le complice, poursuivait-il, n'a pas réussi dans sa tentative près du marchand d'habits, mais il n'est pas homme à rester sur un échec. Il aura certainement pris d'autres mesures. Comment les deviner pour les déjouer ? Le prévenu avait traversé le boulevard Saint-Michel et pris la rue Monsieur-le-Prince. Les flèches du père Absinthe le disaient éloquemment. Lecoq suivit la rue Monsieur-le-Prince. « Une circonstance me rassure, » murmurait-il. La démarche de mai près de ce marchand et sa consternation quand il a su que cet homme n'avait rien à lui remettre. Le complice qui l'avait informé de ses espérances n'aura pas pu lui faire savoir sa déconvenue. Donc, à cette heure, mon prévenu est bien livré à ses seules ressources. La chaîne de convention qui l'unissait à son complice est rompue, brisée. Il n'y a plus rien d'arrêté entre eux, plus de système commun, plus de projet. Il s'agit de les empêcher de se rejoindre. Tout est là. Combien il se réjouissait alors d'avoir obtenu que Mai fût éloigné du dépôt. Son triomphe, en admettant qu'il gagnât la partie, résulterait de cet acte de défiance. Il était à croire que la tentative du complice avait eu lieu précisément la veille du jour où le prévenu avait été changé de prison. Cette supposition expliquait comment il n'avait pu être averti. Cependant, de flèche en flèche, le jeune policier était arrivé jusqu'à l'Odéon. Là, plus de signes, mais il aperçut le père Absinthe sous la galerie. Le vieil agent de la sûreté était debout devant l'étalage d'un libraire et il paraissait donner toute son attention aux gravures d'un journal illustré. Le jeune policier, tout en outrant la démarche nonchalante de ces garnements de Paris dont il portait le costume, alla se placer près de son collègue. « Eh bien ?» lui demanda-t-il. « Et mais ?»« Il est là, » répondit le bonhomme en désignant du regard le péristyle du triste monument. En effet, le prévenu était assis sur une marche de l'escalier de pierre, les coudes appuyés sur les genoux, le visage caché entre ses mains, comme s'il eût senti la nécessité de dérober aux passants l'expression de son désespoir. Sans doute, en ce moment, il se voyait perdu, seul, sans un sou, au milieu de Paris. Que devenir ? Il se savait, assurément, surveillé, épié, suivi pas à pas, et il ne comprenait que trop qu'au moindre effort pour rejoindre son complice, à la première démarche significative pour lui donner signe de vie, c'en était fait de son secret. De ce secret qu'il avait estimé plus précieux que la vie même, et que jusqu'ici il avait réussi à sauver au prix de prodigieux sacrifices, grâce à des prodiges d'énergie et de sang-froid. Après avoir longuement contemplé en silence cet homme si malheureux, qu'il estimait et qu'il admirait, après tout, Lecoq se retourna vers son vieux compagnon. « Qu'a fait le prévenu ?» demanda-t-il, « le long de la route ?»« Il est entré chez 5 marchands d'habits, bien inutilement. En désespoir de cause, il s'est adressé à un chineur qui passait avec un lot de vieilles frusques sur l'épaule, mais ils ne se sont pas entendus. » Lecoq hocha la tête. « La morale de ceci, père Absinthe, dit-il, c'est qu'il y a un abîme entre la théorie et la pratique.
Voilà un prévenu que les gens les plus exercés ont pris pour un pauvre diable, pour un misérable saltimbanque, tant il savait bien parler des malheurs et des hasards de son existence. Il est dehors, il est libre, et ce soi-disant bohémien ne sait comment s'y prendre pour faire argent des vêtements qu'il a sur le dos. Le comédien qui faisait illusion sur la scène s'évanouit. L'homme reste. L'homme qui a toujours été riche et qui ne sait rien de la vie. Il ne poursuivit pas, mais venait de se lever. Lecoq se trouvait à moins de 10 pas de lui et le distinguait parfaitement. L'infortuné était livide. Son attitude révélait l'excès de son abattement. On lisait l'indécision dans ses yeux. Peut-être se demandait-il si le plus sage ne serait pas d'aller se remettre volontairement aux mains de ses geôliers, puisque les ressources sur lesquelles il comptait en s'évadant lui faisaient défaut. Mais bientôt, il secoua cette torpeur qui l'avait envahi, son regard étincela, et, après un geste de menace et de défi, il descendit l'escalier de l'Odéon, traversa la place et s'engagea dans la rue de l'Ancienne Comédie. Il marchait d'un bon pas, maintenant, en homme qui a un but. « Qui sait où il va ?» murmurait le père Absinthe, tout en jouant des jambes aux côtés de Lecoq. « Moi, » répondit le jeune policier, « et la preuve, c'est que je vais vous quitter et courir lui préparer un plat de mon métier. Je puis me tromper, cependant, et comme il faut tout prévoir, vous allez me laisser des flèches partout. Si notre homme ne se rendait pas à l'hôtel de Mariembourg, comme je le présume, je reviendrai ici reprendre votre piste. » Un fiacre vide arrivait au pas, il y monta en commandant au cocher de le conduire à la gare du Nord, par le plus court et vite. Il se voyait bien juste le temps de préparer sa mise en scène. Aussi profita-t-il de la route pour payer le cocher et chercher dans son portefeuille, entre toutes les pièces que lui avait confiées M. Segmuller, la pièce dont il allait avoir besoin. La voiture n'était pas encore arrêtée devant le chemin de fer que Lecoq était à terre. Il courut tout d'un trait à l'hôtel. Comme la première fois, il trouva la blonde Madame Milner, grimpée sur une chaise devant la cage de son sansonnet, lui serinant obstinément sa phrase allemande, à laquelle l'oiseau répondait avec une obstination égale « Camille ! Où est Camille ?» À l'aspect du garnement qui pénétrait dans son hôtel, la jolie veuve ne daigna pas se déranger. « Qu'est-ce que vous désirez ?» demanda-t-elle d'un ton peu encourageant. Lecoq saluait tant qu'il pouvait, s'efforçant de rehausser par son maintien son déplorable accoutrement. « Je suis, madame, répondit-il, le propre neveu d'un huissier du palais de justice. Étant allé visiter mon oncle, ce tantôt, vu que je suis sans ouvrage, je l'ai trouvé tout perclus de rhumatisme, et il m'a prié de vous apporter ce papier à sa place. C'est une citation pour vous rendre immédiatement près du juge d'instruction. » Cette réponse eut la vertu de décider madame Milner à abandonner sa chaise. Elle prit le papier et lut. C'était bien ce que lui annonçait ce singulier commissionnaire. « C'est bien, répondit-elle, le temps de jeter un châle sur mes épaules, et j'obéis. » Lecoq se retira à reculons, la bouche en cœur, saluant toujours. Mais il n'avait pas dépassé le seuil que déjà une grimace significative trahissait son intime satisfaction. Il venait de rendre à la blonde veuve la monnaie de sa pièce. Elle l'avait dupée, il la jouait. Le coup était monté. Il traversa la chaussée et, avisant au coin de la rue de Saint-Quentin une maison en construction, il s'y cacha, attendant. « Le temps de passer un châle et un chapeau, et je pars. » Ainsi avait dit madame Milner au jeune policier. Mais elle avait 40 ans sonné. Elle était veuve, blonde, très agréable encore, de l'aveu du commissaire de police de son quartier. Il lui fallut plus de 10 minutes pour nouer négligemment les brides de son chapeau de velours gros bleu. Lecoq, au milieu de ses plâtras, sentait des sueurs perler le long de son échine à l'idée que mai pouvait arriver d'un instant à l'autre. Combien avait-il d'avance sur lui ? Une demi-heure peut-être, et encore, et il n'avait accompli que la moitié de sa tâche. Chaque ombre qui apparaissait au coin de la rue Saint-Quentin, du côté de la rue Lafayette, lui donnait le frisson. Enfin, la coquette hôtelière apparut, toute pimpante par cette belle journée de printemps. Elle tenait sans doute à réparer le temps perdu à sa toilette, car c'est presque en courant qu'elle gagna le bout de la rue. Dès qu'elle eut disparu,
le jeune policier bondit hors de sa cachette et entra comme une trombe à l'hôtel de Mariembourg. Fritz, le garçon bavarois, avait dû être prévenu que la maison allait rester sous sa seule garde pendant quelques heures, et il gardait. Il s'était bien et commodément établi dans le propre fauteuil de sa patronne, les jambes allongées sur une chaise, et déjà il dormait presque. « Debout !» lui cria Lecoq. « Debout !» À cette voix qui avait l'éclat des trompettes, Fritz se dressa tout effaré. « Tu vois, » poursuivit le jeune policier en lui montrant sa carte, « je suis un agent de la préfecture de police. Si tu veux éviter toutes sortes de désagréments, dont le moindre serait une promenade au dépôt, il faut m'obéir. » Le vigilant garçon tremblait de tous ses membres. « J'obéirai, » bégaya-t-il, « mais que dois-je faire ? Peu de choses. Un homme va se présenter ici, à la minute. Tu le reconnaîtras à ses vêtements noirs et à sa longue barbe. Il s'agit de lui répondre ce que je vais te dire, mot pour mot. Et songe qu'une erreur, même involontaire, te mènerait loin. »« Comptez sur moi, monsieur, » dit Fritz. « J'ai une mémoire excellente. » La seule perspective de la prison l'avait terrifié. Il parlait dans la sincérité de son âme. On pouvait tout obtenir de lui. Lecoq profita de ces dispositions et, avec la concision et la clarté dont il avait le secret, il expliqua au garçon d'hôtel ce qu'il voulait. Il s'exprimait d'ailleurs d'un ton à faire pénétrer sa volonté dans l'esprit le plus rebelle, aussi sûrement qu'un marteau enfonce un clou dans une planche. Lorsqu'il eut achevé ses explications, « Maintenant, ajouta-t-il, je veux voir et entendre. Où puis-je me cacher ?» Fritz lui montra une porte vitrée. « Dans le cabinet noir que voici, monsieur l'agent, » répondit-il. « En laissant la porte entrebâillée, vous entendrez et vous verrez tout par le carreau. » Sans un mot, Lecoq se jeta dans le cabinet. La sonnette du portillon de l'hôtel annonçait l'entrée d'un visiteur. C'était Mai. « Je désirerais parler à la maîtresse de l'hôtel, » dit-il. « À quelle maîtresse ? » ?»« À la femme qui m'a reçu quand je suis descendu ici, il y a 6 semaines. »« J'y suis, » interrompit Fritz. « C'est madame Milner que vous voudriez voir. Vous arrivez trop tard, ce n'est plus elle qui tient cette maison. Elle l'a vendue le mois passé, après fortune faite, et elle est partie pour son pays, l'Alsace. » Le prévenu frappa du pied, en lâchant un juron à faire frémir un charretier embourbé. « J'ai cependant une réclamation à lui adresser, » insista-t-il. « Voulez-vous que j'appelle son successeur ?» De son trou, le jeune policier ne pouvait s'empêcher d'admirer Fritz. Il mentait impudemment, avec cet air de candeur parfaite qui donne aux Allemands une si grande supériorité sur les gens du Midi, lesquels, même quand ils disent la vérité, ont l'air de mentir. « Et le successeur m'enverra promener, » s'écria Mai. « Je venais réclamer des arrhes que j'ai donnés pour une chambre dont je ne me suis jamais servi. »« Des arrhes ne se rendent jamais ?» Le prévenu grommela des menaces confuses, dont on ne put guère saisir que ces mots, vol manifeste, et encore la justice. Puis il sortit en tirant violemment la porte sur lui. « Eh bien, ai-je répondu comme il faut ?» demanda Fritz, triomphant, au jeune agent qui quittait son cabinet noir. « Oui, parfaitement, » répondit Lecoq. Et, d'un bras nerveux, faisant pirouetter le garçon qui lui barrait le passage, il se précipita sur les pas de Mai. Une vague appréhension lui serrait la gorge. Il lui semblait que le prévenu n'avait été ni surpris ni ému véritablement. Il était venu à l'hôtel comptant sur madame Milner, l'âme damnée de son complice. La nouvelle du départ de cette femme eût dû le terrifier. Avait-il donc deviné la ruse ? Comment ? Le bon sens démontrait si bien que le prévenu en ce cas devait avoir été mis en garde que la première question de Lecoq en rejoignant le père Absinthe rue Lafayette fut celle-ci. « Mais à parler à quelqu'un en route ?»« Tiens, » répondit le bonhomme surpris, « vous savez cela ?»« Ah, j'en étais sûr. À qui a-t-il parlé ?»« À une jolie femme, ma foi, blonde et boulotte. » Lecoq était devenu vert de colère. « Tonnerre du ciel !» s'écria-t-il. « Le hasard est contre nous. Je cours en avant chez madame Milner pour que Mai ne la voie pas. Je trouve un expédient pour la chasser de chez elle, et ils se rencontrent. » Le père Absinthe eut un geste désespéré. « Ah, si j'avais su, » prononça-t-il, « mais vous ne m'aviez pas dit d'empêcher Mai de parler aux passants. » « Consolez-vous, l'ancien,
interrompit le jeune policier. Il n'y a rien à faire contre le malheur. Le soi-disant saltimbanque atteignait le faubourg Montmartre. Les 2 agents de la sûreté durent s'interrompre, presser le pas et se rapprocher de leur homme pour ne pas le perdre dans la foule. Quand ils furent à une bonne distance. « Maintenant, reprit Lecoq, des détails. Où nos gens se sont-ils rencontrés ? À 2 pas de la rue Saint-Quentin. Lequel a aperçu l'autre et s'est avancé le premier ? Mais, qu'a dit la femme ? Avez-vous entendu quelques cris de surprise ? Je n'ai rien entendu parce que j'étais à 25 pas, mais au mouvement de la femme, j'ai bien vu qu'elle était stupéfaite. Ah, si Lecoq eût vu la scène de ses yeux, il eût pu en tirer des inductions précieuses. Ont-ils causé longtemps ? Poursuivit-il. Moitié d'un quart d'heure. Savez-vous si Madame Milner a remis de l'argent à Mai ? Je ne pus répondre ni oui ni non. Ils gesticulaient comme des enragés, à ce point que j'ai cru qu'ils se disputaient. Naturellement, ils se savaient observer et tâchaient de dérouter les conjectures. Le père Absinthe s'arrêta court, comme un cheval se cabre devant un obstacle. Une idée lui venait. « Si on arrêtait cette maîtresse d'hôtel, prononça-t-il, si on l'interrogeait, à quoi bon ? M. Segmuller ne l'a-t-il pas, à 10 reprises, pressé, accablé de questions, sans en rien tirer ? Ah, c'est une fine mouche. Cette fois, elle répondrait que Mai, l'ayant rencontré, lui a réclamé ses 10 francs d'art. » Le jeune policier eut un geste résigné. « Il faut en prendre notre parti, reprit-il. Si le complice n'est pas averti déjà, il ne tardera pas à l'être, et il faut nous attendre à l'avoir bientôt sur les bras. Quelle ruse imagineront pour nous échapper ces 2 hommes si prodigieusement forts ? C'est ce que je ne puis deviner. Ce que je prévois, par exemple, c'est qu'ils n'inventeront rien de vulgaire. » Ces présomptions de Lecoq firent frémir le père Absinthe. « Bigre !» s'écria-t-il. « Le plus sûr serait peut-être de recoffrer ce gaillard-là. »« Jamais !» répondit le jeune policier. « Non, jamais. Je veux son secret. Je l'aurai. Que serions-nous donc si nous n'étions pas capables, à 2, de filer un homme ? Il ne disparaîtra pas, je pense, comme le diable des féeries. Nous allons bien voir ce qu'il fera, maintenant qu'il a un plan et de l'argent, car il a l'un et l'autre, l'ancien, j'en mettrai la main au feu. » À ce moment même, comme si le prévenu eût tenu à donner raison à une partie des soupçons de Lecoq, il entra dans un bureau de tabac et en sortit, un cigare à la bouche. Chapitre 37. La maîtresse de l'hôtel de Mariembourg avait remis de l'argent à Mai. L'achat de ce cigare le prouvait péremptoirement. Mais s'était-il concerté ? Avait-il eu le temps de décider point pour point et par le menu les manœuvres à tenter pour dérouter les poursuites ? Il n'y avait à cet égard que des probabilités, très fortes, il est vrai, fortifiées encore par la conduite du prévenu. Car, une fois de plus, ses façons venaient de changer. Autant jusqu'alors il avait paru se soucier peu d'être poursuivi et repris, autant à cette heure il semblait inquiet et agité. Après avoir marché si longtemps, la tête haute, en plein soleil, il était pris de panique et il filait en baissant le nez le long des maisons, se dissimulant, se faisant petit autant que possible. « Il est clair, disait Lecoq au père Absinthe, que les craintes de notre homme augmentent en raison des espérances qu'il conçoit. Il était totalement découragé sous l'Odéon. Pour un peu, il se fut livré. Maintenant, il croit bien avoir une issue pour nous échapper avec son secret. » Le prévenu longea ainsi les boulevards jusqu'au passage Vendôme. Il le traversa et gagna le Temple. Bientôt, le père Absinthe et son jeune collègue le virent s'arrêter à la voix de ces obstinées marchandes qui considèrent comme leur proie tous les passants de ces parages et prétendent les déshabiller ou les habiller, au choix. La marchande faisait l'article et Mai résistait faiblement. Il finit par céder et disparut dans la boutique. « Il y tenait, » murmura le père Absinthe. « Voici qu'il a trouvé à vendre ses frusques. À quoi bon, puisqu'il a de la monnaie ?» Le jeune policier hocha la tête d'un air soucieux. « Il soutient son rôle, répondit-il, et il tient surtout à changer de costume. N'est-ce pas surtout la première préoccupation d'un prisonnier qui a réussi à s'évader ?» Il se tut, mais reparaissait métamorphosé de la tête aux pieds. Il était maintenant vêtu d'un pantalon de grosse toile bleue et d'une sorte de vareuse de laine noire.
Un foulard à carreaux lui entourait le cou, et il était coiffé d'une casquette à double fond mou qu'il portait sur l'oreille, un peu en arrière, à la crâne. Réellement, il n'avait pas, en son genre, la mine plus rassurante que Lecoq. À décider lequel on eût préféré rencontrer au coin d'un bois, on eût hésité. Lui paraissait heureux de sa transformation, comme s'il se fût senti plus à l'aise et plus libre sous des vêtements auxquels il était accoutumé. Il y avait du défi dans le regard qu'il promena autour de lui, comme s'il eût essayé de démêler entre tous les gens qu'il apercevait ceux qui étaient chargés de l'épier et de surprendre son secret. Du reste, il ne s'était pas défait de son costume de drap, il le portait sous son bras, noué dans un mouchoir. Il avait acheté et non troqué, dépensé et non augmenté son capital. Il n'avait abandonné que son chapeau de soie à haute forme. Lecoq eût bien voulu entrer chez le marchand pour questionner, mais il comprit que ce serait une imprudence. Mais venait d'assurer sa casquette sur sa tête d'un geste qui ne pouvait laisser de doute sur ses intentions. La seconde d'après, il détalait dans la rue du Temple. La chasse sérieuse commençait, et bientôt les deux limiers n'eurent pas trop de toute leur expérience et de tout leur flair pour suivre à vue un gibier qui semblait doué de l'agilité du cerf. May avait probablement habité l'Angleterre et l'Allemagne, puisqu'il parlait la langue de ces pays aussi couramment que les natifs. Mais à coup sûr, il connaissait son Paris aussi bien que le plus vieux Parisien. Cela fut démontré rien que par la façon dont il se jeta brusquement rue des Gravilliers et à la sûreté de sa course au milieu de ce lacis de petites rues bizarrement percées, qui s'enchevêtrent entre la rue du Temple et la rue Beaubourg. Ah, il savait ce quartier sur le bout du doigt, et comme s'il y eût vécu la moitié de son existence. Il savait les maisons à deux issues, les passages tolérés par certaines cours, les longs couloirs tortueux et sombres débouchant sur plusieurs rues. Par deux fois, il faillit dépister les policiers. Au passage Frépillon, son salut ne tint qu'à un fil. S'il fût resté 1 minute encore immobile dans un coin obscur où il s'était blotti, derrière les tonneaux vides, les deux agents s'éloignaient. La poursuite présentait d'horribles difficultés. La nuit était venue, et en même temps s'était élevé ce léger brouillard qui suit invariablement les premières belles journées du printemps. Le gaz des réverbères brûlait rouge dans la brume, sans projeter de lueur. Et pour comble, c'était l'heure où ces rues laborieuses sont le plus peuplées. Les ouvriers sortent des ateliers, les ménagères courent aux provisions pour le souper. Devant toutes les maisons, des centaines de locataires bourdonnent comme des abeilles autour de leurs ruches. Mais profitait de tout, pour égarer les gens acharnés après lui. Groupes, embarras de voitures, travaux de voirie, il utilisait tout, avec une merveilleuse présence d'esprit et une adresse si rare qu'il glissait comme une ombre à travers la foule, sans heurter personne, sans soulever sur son passage la moindre réclamation. Il avait fini par s'engager dans la rue des Gravilliers et gagnait les larges voies. Après s'être fait battre dans une étroite enceinte, il voulait essayer de l'espace. Il avait lutté de ruse, il allait lutter de vitesse et de fond. Arrivé au boulevard de Sébastopol, il tourna à gauche, du côté de la Seine, et prit son élan. Il filait avec une prestigieuse rapidité, les coudes au corps, ménageant son haleine, cadençant son pas avec la précision d'un professeur de gymnastique. Rien ne l'arrêtait, il ne détournait pas la tête, il courait. Et c'est du même train égal et furieux qu'il descendit le boulevard de Sébastopol, qu'il traversa la place du Châtelet et les ponts, et qu'il remonta le boulevard Saint-Michel. Près du musée de Cluny, des fiacres stationnaient, mais s'arrêta devant la première file, adressa quelques mots au cocher et monta du côté de la chaussée. Le fiacre aussitôt partit à fond de train. Mais le prévenu n'était pas dedans, il n'avait fait que le traverser, et pendant que le cocher s'éloignait pour une course imaginaire payée à l'avance, May se glissait du côté du trottoir, cette fois dans une voiture qui quitta la station au galop. Peut-être, après tant de ruses, après un formidable effort, après ce dernier stratagème, peut-être May se croyait-il libre. Il se trompait. Derrière le fiacre qui l'emportait, s'appuyant au ressort pour se délasser, un homme courait. Lecoq. Le pauvre père Absinthe, lui, était tombé à moitié chemin devant le palais de justice, épuisé, hors d'haleine.
et le jeune policier ne comptait plus guère le revoir, ayant eu assez à faire de se maintenir sans crayonner des flèches indicatrices. Mais avait donné à son cocher l'ordre de le conduire à la place d'Italie et lui avait surtout recommandé de s'arrêter court au beau milieu de la place, à 100 pas de ce poste où il avait été enfermé avec la veuve Chupin. Quand il y fut arrivé, il se précipita hors du fiacre, et d'un coup d'œil prompt et sûr, il explora les environs, cherchant s'il ne découvrirait pas quelque ombre suspecte. Il ne vit rien. Surpris par le brusque arrêt de la voiture, le jeune policier avait eu le temps de se jeter à plat ventre sous la caisse, au risque de se faire broyer par les roues. De plus en plus rassuré, vraisemblablement, mais paya la course et revint sur ses pas du côté de la rue Mouffetard. D'un bond, le coq fut debout, plus acharné sur sa piste qu'un dogue après un os. Il atteignait l'ombre projetée par les grands arbres des boulevards extérieurs, quand un coup de sifflet étouffé retentit à son oreille. « Le père Absinthe » fit-il, stupéfait et ravi. « Moi-même » répondit le bonhomme, « et reposé. Qui plus est, grâce à un sapin qui m'a ramassé là-bas. J'ai pu de cette façon... »« Oh, assez !» interrompit le coq. « Assez ! Ouvrons l'œil !» Mais rôdait alors, avec une indécision manifeste, autour des nombreux cabarets du quartier. Il semblait chercher quelque chose. Enfin, après avoir été collé son visage au carreau de 3 de ses bouges, il se décida et entra dans le 4e. La porte n'était pas refermée, que les 2 policiers étaient à la vitre, regardant de tous leurs yeux. Ils virent le prévenu traverser la salle et aller s'asseoir tout au fond, à une table où se trouvait déjà un homme de puissante carrure, au teint enflammé, à favoris grisonnants. « Le complice » murmura le père Absinthe. Était-ce donc, enfin, l'insaisissable complice du meurtrier ? Se fier à un vague rapport entre 2 signalements est si téméraire et expose à tant de bévues qu'en toute autre occasion, le coq eût hésité à se prononcer. Mais ici, tant de circonstances, de probabilités si fortes étayaient l'opinion émise par le père Absinthe que le jeune policier l'admit tout d'abord. Ce rendez-vous n'était-il pas dans la logique des événements, le résultat prévu et annoncé de la rencontre fortuite du prévenu et de la blonde maîtresse de l'hôtel de Mariembourg ? Mais, pensait le coq, à commencer par prendre tout l'argent que madame Milner avait sur elle. Il l'a ensuite chargé de dire à son complice de venir l'attendre dans quelque bouge de ce quartier. S'il a hésité et cherché, c'est qu'il n'avait pu indiquer au juste le cabaret. S'il ne jette pas le masque, c'est que May n'est pas bien sûr de nous avoir dépistés, et que d'un autre côté, le complice craint qu'on ait suivi madame Milner. Le complice, si c'était véritablement lui, avait eu recours à un travestissement du genre de ceux adoptés par May et par le coq. Il portait une vieille blouse toute maculée et avait sur la tête un feutre mou hideux, une loque de feutre. Il avait outré. Sa physionomie peu rassurante était à remarquer parmi toutes les figures louches ou farouches de l'établissement, car c'était un repère qu'ils avaient choisi pour leur rendez-vous. On n'y eût pas trouvé qu'4 ouvriers dignes de ce nom. Tous les gens qui mangeaient et qui buvaient là devaient avoir eu des démêlés avec la justice. Les moins redoutables étaient peut-être les rôdeurs de barrière, qui formaient la majorité de l'honorable compagnie, tous reconnaissables à leur cravate à la Colin et leur casquette de toile cirée. Et cependant, May, cet homme si fortement soupçonné d'appartenir aux plus hautes sphères sociales, semblait là comme chez lui. Il s'était fait servir un ordinaire et un litre, et il dévorait, littéralement, arrosant sa soupe et son bœuf de larges coups, s'essuyant les lèvres du revers de sa manche. Seulement, s'entretenait-il avec son voisin de table ? C'est ce qu'il était impossible de discerner du dehors, à travers les vitres obscurcies par la buée des mets et la fumée des pipes. « Il faut que j'entre », déclara résolument le coq. « J'irai me placer près d'eux et j'écouterai. »« Y pensez-vous » fit le père Absinthe. « Et s'ils allaient vous reconnaître ?»« Ils ne me reconnaîtront pas. »« Ils vous feraient un mauvais parti. » Le jeune policier eut un geste insouciant. « Je crois bien, » répondit-il, « qu'ils ne reculeraient pas devant un bon coup de couteau qui les débarrasserait de moi. La belle affaire. Un agent de la sûreté qui ne saurait pas risquer sa peau ne serait plus qu'un mouchard. Voyez donc si Gévrol a jamais reculé. »
Le vieux malin avait peut-être voulu savoir si le courage de son jeune compagnon égalait sa perspicacité. Il fut édifié. « Vous, l'ancien, ajouta Lecoq, ne vous éloignez pas, afin de pouvoir les filer s'ils sortaient brusquement. » Il avait déjà tourné le bouton de la porte, il la poussa, et étant allé s'établir à une table très rapprochée de celle qu'occupaient ses deux pratiques, il demanda, d'une voix odieusement enrouée, une chopine et une portion. Le prévenu et l'homme au feutre causaient, mais comme des étrangers rapprochés par le hasard, et nullement en amis qui se retrouvent à un rendez-vous. Ils parlaient argot, non cet argot puéril qui émaille certains romans sous prétexte de couleur locale, mais l'argot véritable, celui qui accourt dans les repères de malfaiteurs, langue ignoble et obscène qu'il est impossible de rendre, tant est flottante et diverse la signification des mots. Quel merveilleux comédien, pensait le jeune policier. Quelle perfection, quelle science. Comme je me laisserais prendre si je n'avais pas des certitudes absolues. L'homme au feutre tenait le dé, et il donnait sur les prisons de France de ces détails qu'on chercherait en vain dans les livres spéciaux. Il disait le caractère des directeurs de toutes les maisons centrales, comment la discipline est plus dure ici que là, comment la nourriture de Poissy vaut 10 fois celle de Fontevraud. Lecoq, ayant dépêché son repas, avait demandé un demi-septier d'eau-de-vie, et le dos au mur, les yeux fermés, il paraissait sommeiller et écoutait. Mais avait pris la parole à son tour, et il narrait son histoire telle qu'il l'avait contée au juge, depuis le meurtre jusqu'à son évasion, sans oublier les soupçons de la police et de la justice à l'endroit de son individualité, soupçons qui l'avaient bien fait rire, disait-il. Cependant, il se fut tenu pour très chanceux. Il le déclarait, s'il eût eu de quoi regagner l'Allemagne. Mais l'argent lui manquait, et il ne savait comment s'en procurer. Il n'avait même pas réussi à se défaire du vêtement à lui appartenant, qu'il avait là dans un paquet. Là-dessus, l'homme au feutre jura qu'il avait trop bon cœur pour laisser un camarade dans l'embarras. Il connaissait, dans la rue même, un négociant de bonne composition. Il offrit à Mai de l'y conduire. Pour toute réponse, Mai se redressa en disant « Partons », et ils se mirent en route, ayant toujours Lecoq sur leurs talons. Ils descendirent d'un bon pas jusqu'en face de la rue du Fer-à-Moulin, et là, ils s'engagèrent dans une allée étroite et sombre. « Courez, l'ancien !» dit aussitôt Lecoq au père Absinthe. « Courez demander au concierge si cette maison n'a pas deux issues. » La maison n'avait que cette entrée sur la rue Mouffetard. Les agents attendirent. « Nous sommes découverts, » murmurait le jeune policier. « Je le parierais. Il faut que le prévenu m'ait reconnu ou que le garçon de l'hôtel de Mariembourg ait donné mon signalement au complice. » Le père Absinthe garda le silence. Les deux compagnons émergeaient de l'ombre du corridor. Mai faisait sauter dans le creux de sa main quelques pièces de 20 sous, et il paraissait d'une humeur massacrante. « Quel filou !» grommelait-il. « Que c'est receleur !» Si peu qu'on lui eût acheté ses vêtements, l'obligeance de l'homme au feutre valait une politesse. Mai lui proposa un verre de n'importe quoi, et ils entrèrent ensemble chez un liquoriste. Ils y restèrent bien 1 heure, jouant des tournées au tourniquet. Et quand ils le quittèrent, ce fut pour aller s'installer 100 pas plus loin chez un marchand de vin. Mis dehors par ce marchand de vin qui fermait sa boutique, les deux bons compagnons se réfugièrent dans un débit resté ouvert. On les en chassa. Ils coururent à un autre, puis à un autre. Et ainsi, de bouteilles en petits verres, ils atteignirent, sur les 1 heure du matin, la place Saint-Michel. Mais là, par exemple, plus rien à boire. Tout était clos. Les deux hommes alors se consultèrent, et après une courte discussion, ils se dirigèrent vers le faubourg Saint-Germain, bras dessus, bras dessous, comme une paire d'amis. L'alcool qu'ils avaient absorbé en notable quantité semblait produire son effet. Ils titubaient, ils gesticulaient, ils parlaient très haut et tous deux à la fois. À tout risque, Lecoq les devança pour tâcher de saisir quelques bribes de leur conversation, et les mots de « bon coup à faire » et de « argent pour faire la noce » arrivèrent jusqu'à lui. Décidément, pour s'obstiner à voir 2 personnages sous de telles apparences, il fallait la foi robuste de cet illuminé qui s'écriait « Je crois, parce que c'est absurde ».
La confiance du père Absinthe chancelait. « Tout cela, murmura-t-il, finira mal. »« Soyez donc sans crainte, répondit le jeune policier. Je ne comprends rien, je l'avoue, aux manœuvres de ces deux rusés compères. Mais qu'importe. Maintenant que nos deux oiseaux sont réunis, je suis sûr du succès. Sûr, entendez-vous ? Si l'un s'envole, l'autre nous restera, et Gévrol verra bien qui avait raison, de lui ou de moi. » Cependant, les allures des deux ivrognes s'étaient peu à peu ralenties. À voir de quel air ils examinaient ces magnifiques demeures du faubourg Saint-Germain, on pouvait leur supposer les pires intentions. Rue de Varennes, enfin, à 2 pas de la rue de la Chaise, ils s'arrêtèrent devant le mur peu élevé d'un vaste jardin. C'était l'homme au feutre qui pérorait. Il expliquait à Mai, on le devinait à ses gestes, que la maison, dont ce jardin était une dépendance, avait sa façade rue de Grenelle. « Ah, ça !» grommela Lecoq. « Jusqu'où pousseront-ils la comédie ?» Ils la poussèrent jusqu'à l'escalade. S'aidant des épaules de son compagnon, Mai se hissa jusqu'au chaperon du mur. Et l'instant d'après, on entendit le bruit de sa chute dans le jardin. L'homme au feutre, resté dans la rue, faisait le guet. Chapitre 38. L'énigmatique prévenu avait mis à accomplir son étrange, son inconcevable dessein, une telle promptitude que Lecoq n'eut ni le temps, ni même l'idée de s'y opposer. Son entendement avait été ébranlé par ce terrible coup de cloche du pressentiment qui annonce un grand malheur. Durant 10 secondes, il demeura pétrifié, privé de sentiments autant que la borne du coin de la rue de la Chaise, derrière laquelle il s'était blotti pour observer sans être vu. Mais il revint vite à lui, sachant déjà comment atténuer sa faute, avec cette rapidité de décision qui est le génie des hommes d'action. D'un œil sûr, il mesura la distance qui le séparait du complice de Mai. Il prit son élan, et en 3 bonds, il fut sur lui. L'homme au feutre voulut crier. Une main de fer étouffa le cri dans sa gorge. Il essaya de se débattre. Un coup de genou dans les reins l'étendit à terre comme un enfant. Et avant d'avoir le temps de se reconnaître, il était lié, garrotté, bâillonné, enlevé et porté à demi suffoqué rue de la Chaise. Pas un mot, d'ailleurs, pas une exclamation, pas un juron, pas même un trépignement de lutte. Rien. Aucun bruit suspect n'avait pu parvenir jusqu'à Mai, de l'autre côté du mur, et lui donner l'éveil. « Quelle histoire !» murmura le père Absinthe, trop ahuri pour songer à prêter main forte à son jeune collègue. « Quelle histoire ! Qui se serait attendu ?»« Oh, assez !» interrompit Lecoq, de cette voix rauque et brève que donne aux hommes énergiques l'imminence du péril. « Assez, nous causerons demain. Pour l'instant, il faut que je m'éloigne. Vous, papa, vous allez rester en faction devant ce jardin. Si Mai reparaît, empoignez-le et ne le lâchez plus. Et sur votre vie, ne le laissez pas s'échapper. »« J'entends, mais que faire de celui-ci qui est couché là ? Laissons-le provisoirement où il est. Je l'ai ficelé soigneusement, ainsi rien à craindre. Quand les sergents de ville du quartier passeront, vous le leur remettrez. » Il s'interrompit, prêtant l'oreille. Non loin de là, du côté de la rue de Grenelle, on entendait sur le pavé des pas lourds et cadencés qui se rapprochaient. « Les voici, » fit le père Absinthe. « Ah, je n'ose l'espérer. Ce serait une fière chance que j'aurais. » Il lut. 2 sergents de ville accouraient, très intrigués par ce groupe confus qu'ils distinguaient au coin de la rue. En 2 mots, Lecoq leur exposa, comme il fallait, la situation. Il fut décidé que l'un d'eux allait conduire au poste l'homme au feutre et que l'autre resterait avec le père Absinthe pour guetter le prévenu. « Et maintenant, » déclara le jeune policier, « je cours rue de Grenelle donner l'alarme. »« De quelle maison dépend ce jardin ?»« Quoi ?» répondit un des sergents de ville, tout surpris. « Vous ne connaissez pas les jardins du duc de Sairmeuse, de ce fameux duc qui est 10 fois millionnaire et était autrefois l'ami... »« Je sais, dit Lecoq. « Même, poursuivit le sergent, le voleur qui s'est introduit là n'a pas eu le nez creux. Il y a eu ce soir réception à l'hôtel, comme tous les lundis, du reste, et tout le monde est encore debout. » « Sans compter, ajouta l'autre sergent de ville, que les invités ne sont seulement pas partis. Il y avait encore au moins 5 ou 6 voitures à l'instant devant la porte. » Muni de ces renseignements, le jeune policier partit comme un trait, plus troublé après ce qu'il venait d'apprendre qu'il ne l'avait été jusqu'alors.
Il comprenait que si Mai s'était introduit dans cet hôtel, ce n'était pas dans le but de commettre un vol, mais poussé par l'espérance de faire perdre sa piste au limier acharné après lui. Or, n'y avait-il pas à craindre, à parier même, que grâce au brouhaha d'une fête, il réussirait à gagner la rue de Grenelle et à fuir ? Il se disait cela en arrivant à l'hôtel de Sairmeuse, demeure princière dont l'immense façade était toute illuminée. La voiture du dernier invité venait de sortir de la cour, les valets de pied apportaient des échelles pour éteindre, et le Suisse, un superbe homme, à face violacée, superlativement fier de son éblouissante livrée, fermait les 2 lourds battants de la grande porte. Le jeune policier s'avança vers cet important personnage. « C'est bien là l'hôtel de Sairmeuse ?» lui demanda-t-il. Le Suisse suspendit son mouvement pour toiser cet audacieux garnement qui l'interrogeait. Puis, d'une voix rude, « Je te conseille, l'ami, de passer ton chemin. Je n'aime pas les mauvais plaisants, et j'ai là une provision de manche à balai. » Lecoq avait oublié son costume à la Polyte Chupin. « Hé !» s'écria-t-il, « je ne suis pas ce que je vous parais être. Je suis un agent du service de la sûreté, monsieur Lecoq. Voici ma carte, si vous ne me croyez pas sur parole. Et je viens vous dire qu'un malfaiteur a escaladé le mur du jardin de l'hôtel de Sairmeuse. » « Un malfaiteur ?» Le jeune policier pensa qu'un peu d'exagération ne pouvait nuire, et même lui assurait un concours plus efficace. « Oui, répondit-il, et des plus dangereux, un assassin qui a déjà sur les mains le sang de 3 meurtres. Nous venons d'arrêter son complice qui lui a fait la courte échelle. » Les rubis du nez du Suisse pâlirent visiblement. « Il faut appeler les gens de service, balbutia-t-il. Joignant l'action à la parole, il allongea la main vers la corde de la cloche qui lui servait à frapper les visites. Mais Lecoq l'arrêta. « Un mot avant, dit-il. Le malfaiteur n'a-t-il pas pu traverser simplement l'hôtel et s'esquiver par cette porte sans être aperçu ? Il serait loin en ce cas. » « Impossible. » « Cependant, permettez, je sais ce que je dis. Primo, le vestibule qui donne sur les jardins est fermé. On l'ouvre pour les grandes réceptions, mais non pour les soirées intimes du lundi. Secondement, monseigneur exige, quand il reçoit, que je me tienne sur le seuil de la porte. Aujourd'hui encore, il m'a renouvelé ses ordres à cet égard, et vous pensez bien que je n'ai pas désobéi. »« S'il en est ainsi, fit le jeune policier, un peu rassuré, nous retrouverons peut-être notre homme. Avertissez les domestiques, mais sans mettre votre cloche en branle. Moins nous ferons du bruit, plus nous nous ménagerons de chances de succès. » En un moment, les 50 valets qui peuplaient les antichambres, les écuries et les cuisines de l'hôtel de Sairmeuse furent sur pied. Les grosses lanternes des remises et des écuries furent décrochées et le jardin se trouva illuminé comme par enchantement. « Si Mai est caché là, pensait Lecoq, heureux de se voir tant d'auxiliaires, il est impossible qu'il en réchappe. » Mais c'est en vain que les jardins furent battus, retournés, fouillés jusqu'en leurs moindres recoins. On ne trouva personne. Les loges des outils de jardinage, les serres, les volières d'été, les 2 pavillons rustiques du fond, les niches à chiens, tout fut scrupuleusement visité. En vain. Les arbres, à l'exception des marronniers du fond, étaient peu feuillus, mais on ne les négligea pas pour cela. Un agile marmiton y grimpait, armé d'une lanterne, et éclairait jusqu'aux plus hautes branches. « L'assassin sera sorti par où il était entré », répétait obstinément le Suisse, qui s'était armé d'un lourd pistolet à silex, et qui ne lâchait pas Lecoq, crainte d'un accident, sans doute. Il fallut, pour le convaincre de son erreur, que le jeune policier se mit en communication, d'un côté du mur à l'autre, avec le père Absinthe et les 2 sergents de ville, car celui qui avait conduit l'homme au feutre au poste était de retour. Ils répondirent en jurant qu'ils n'avaient pas perdu de vue le chaperon du mur, qu'ils n'avaient, sacrebleu, pas la berlue, et que pas une mouche ne s'y était posée. Jusqu'alors, on avait procédé un peu au hasard, chacun courant selon son inspiration. On reconnut la nécessité d'investigations méthodiques. Lecoq prenait des mesures pour que pas un coin, pas un endroit sombre n'échappât aux explorations. Il partageait la tâche entre ses volontaires quand un nouveau venu parut dans le cercle de lumière. C'était un monsieur grave et bien rasé, vêtu comme un notaire pour une signature de contrat.
Monsieur Otto, murmura le Suisse à l'oreille du jeune policier, le premier valet de chambre de monseigneur. Cet homme important venait de la part de monsieur le duc. Lui ne disait pas « Monseigneur ». Savoir ce que signifiait ce remue-ménage. Quand on lui eut expliqué ce dont il s'agissait, monsieur Otto daigna féliciter Lecoq, et même il lui recommanda de fouiller l'hôtel des caves au comble. Cette précaution seule rassurerait madame la duchesse. Il s'éloigna, et les recherches recommencèrent avec une ardeur qu'enflammaient certaines promesses de monsieur le sommelier. Une souris cachée dans les jardins de l'hôtel de Sermeuse eût été découverte, tant furent minutieuses les investigations. Pas un objet d'un volume un peu considérable ne fut laissé en place. Tous les arbustes des massifs furent examinés, pour ainsi dire, feuille à feuille. Par moments, les domestiques, harassés et découragés, proposaient d'abandonner la chasse, mais Lecoq les ramenait. Il avait des accents irrésistibles pour échauffer de la passion qui l'enflammait tous ces indifférents qui, en somme, se souciaient infiniment peu que Mai fût repris ou s'échappât. Véritablement, il était hors de lui, et il y avait presque de la folie dans l'activité fébrile qu'il déployait. Il courait de l'un à l'autre, priant ou menaçant tour à tour, jurant qu'il ne demandait plus qu'un effort, le dernier, qui très certainement allait être couronné de succès. Promesse chimérique. Le prévenu restait introuvable. Désormais, l'évidence éclatait. S'obstiner encore n'eût plus été qu'un enfantillage. Le jeune policier se décida à rappeler ses auxiliaires. « C'est assez, leur dit-il d'une voix désespérée. Il est maintenant démontré que le meurtrier n'est plus dans le jardin. » Était-il donc blotti dans quelque coin de l'immense hôtel, blême de peur, tremblant au bruit de tout ce grand mouvement de gens qui le cherchaient? On pouvait raisonnablement l'espérer, et c'était assez la vie des domestiques. C'était surtout l'opinion du Suisse, qui renouvelait avec une assurance croissante ses affirmations de tout à l'heure. « Je n'ai pas quitté, jurait-il, le seuil de ma porte. Il est impossible que quelqu'un soit sorti sans que je l'aie remarqué. » « Visitons donc la maison, fit Lecoq. Mais avant, laissez-moi dire à mon collègue, qui est dans la rue de Varennes, de venir me rejoindre. Sa faction de l'autre côté du mur est maintenant sans objet. » Le père Absinthe arrivé, toutes les portes du rez-de-chaussée furent fermées. On s'assura de toutes les issues et les investigations commencèrent à travers l'hôtel de Sermeuse, un des plus vastes et des plus magnifiques du faubourg Saint-Germain. Mais toutes les merveilles de l'univers n'eussent obtenu de Lecoq ni un regard, ni une seconde d'attention. Toute son intelligence, toutes ses pensées étaient au prévenu. Et c'est certainement sans rien voir qu'il traversa des salons admirables, une galerie de tableaux sans rival à Paris, la salle à manger au dressoir chargée de précieuses vaisselles plates. Il allait avec une sorte de rage, pressant les gens qui le guidaient et l'éclairaient. Il soulevait comme une plume les meubles les plus lourds, il dérangeait les fauteuils et les chaises, il sondait les placards et les armoires, il interrogeait les tentures, les rideaux et les portières. Jamais perquisition ne fut plus complète. De la cour au grenier, pas un recoin ne fut oublié. Et même, arrivé au comble, le jeune policier se hissa par une lucarne jusque sur les toits qu'il examina. Enfin, après 2 heures d'un prodigieux travail, Lecoq fut ramené au palier du premier étage. 5 ou 6 domestiques seulement l'avaient suivi. Les autres, un à un, s'étaient esquivés, ennuyés à la fin de cette aventure qui avait eu pour eux, en commençant, l'attrait d'une partie de plaisir. « Vous avez tout vu, messieurs les agents, » déclara un vieux valet de pied. « Tout, » interrompit le Suisse. « Certes non. Il y a à voir encore les appartements de monseigneur et ceux de madame la duchesse. »« Hélas, » murmura le jeune policier, « à quoi bon ?» Mais déjà, le Suisse était allé frapper doucement à l'une des portes donnant sur le palier. Son acharnement égalait celui des agents de la sûreté s'ils ne le dépassaient. Ils avaient vu le meurtrier entrer, lui ne l'avait pas vu sortir. Donc il était dans l'hôtel, et il voulait qu'on le retrouvât. Il le voulait opiniâtrement. La porte cependant s'entrebâilla, et le visage grave et bien rasé de Otto, le premier valet de chambre, se montra. « Que diable voulez-vous » demanda-t-il d'un ton rogue.
Entrez chez monseigneur, répondit le Suisse, afin de nous assurer que le malfaiteur ne s'y est pas réfugié. Êtes-vous fou, déclara monsieur le premier valet. Quand y serait-il rentré? Et comment? Je ne puis d'ailleurs souffrir qu'on dérange monsieur le duc. Il a travaillé toute la nuit et il vient de se mettre au bain pour se délasser avant de se coucher. Le Suisse parut fort contrarié de l'algarade, et Lecoq apprêtait des excuses quand une voix se fit entendre qui disait « Laissez, Otto, laissez ces braves gens faire leur métier. »« Ah, entendez-vous » fit le Suisse, triomphant. « Très bien, monsieur le duc permet. Cela étant, arrivez, je vais vous éclairer. » Lecoq entra, mais c'est pour la forme seulement qu'il parcourut les diverses pièces, la bibliothèque, un admirable cabinet de travail, un ravissant fumoir. Comme il traversait la chambre à coucher, il eut l'honneur d'entrevoir monsieur le duc de Sairmeuse, par la porte entr'ouverte, d'une petite salle de bain de marbre blanc. « Eh bien, cria gaiement le duc, le malfaiteur est-il toujours invisible ?»« Toujours, monseigneur, répondit respectueusement le jeune policier. Le valet de chambre ne partageait pas la bonne humeur de son maître. « Je pense, messieurs les agents, dit-il, que vous pouvez vous épargner la peine de visiter l'appartement de madame la duchesse. C'est un soin dont nous nous sommes chargés, les femmes et moi, et nous avons regardé jusque dans les tiroirs. » Sur le palier, le vieux valet de pied, qui ne s'était pas permis d'entrer, attendait les agents de la sûreté. Il avait sans doute reçu des ordres, car il leur demanda poliment s'ils n'avaient besoin de rien et s'il ne leur serait pas agréable, après une nuit de fatigue, d'accepter une tranche de viande froide et un verre de vin. Et les yeux du père Absinthe étincelèrent. Il pensa, probablement, que dans cette demeure quasi royale, on devait manger et boire des choses exquises, telles qu'il n'en avait pas goûté de sa vie. Mais Lecoq refusa brusquement et il sortit de l'hôtel de Sairmeuse entraînant son vieux compagnon. Le pauvre garçon avait hâte de se trouver seul. Depuis plusieurs heures, il avait eu besoin de toute la puissance de sa volonté pour ne rien laisser paraître de sa rage et de son désespoir. Mais disparu, évanoui, évaporé. À cette idée, il se sentait devenir fou. Ce qu'il avait déclaré impossible était arrivé. Il avait, dans la confiance de son orgueil, répondu sur sa tête du prévenu. Et ce prévenu s'était échappé. Il lui avait glissé entre les doigts. Une fois dans la rue, il s'arrêta devant le père Absinthe, croisant les bras, et d'une voix brève. « Eh bien, l'ancien, demanda-t-il, que pensez-vous de cela ?» Le bonhomme secoua la tête, et sans avoir certes conscience de sa maladresse, « Je pense, répondit-il, que Gévrol va joliment se frotter les mains. » À ce nom, qui était celui de son plus cruel ennemi, Lecoq bondit comme le taureau blessé. « Oh !» s'écria-t-il, « Gévrol n'a pas encore partie gagnée. Nous avons perdu, mais c'est un malheur. Seulement, son complice nous reste. Nous le tenons, ce personnage insaisissable qui a fait échouer toutes nos combinaisons. Il est certainement habile et dévoué, mais nous verrons si son dévouement résiste à la perspective des travaux forcés. Et il n'y a pas à dire, c'est là ce qu'il attend, s'il se tait, et s'il accepte ainsi la complicité de l'escalade de cette nuit. Oh, je suis sans crainte, M. Segmuller saura bien lui arracher le mot de l'énigme. » Il brandit son poing fermé, d'un air menaçant, puis, d'un ton plus calme, il ajouta. « Mais allons au poste où on l'a conduit. Je veux l'interroger. » Chapitre 39. Il faisait grand jour alors. Il était près de 6 heures, et quand le jeune policier et le père Absinthe arrivèrent au poste, ils trouvèrent celui qui le commandait assis à une petite table, rédigeant son rapport. Il ne se dérangea pas lorsqu'ils entrèrent, ne pouvant les reconnaître sous leur travestissement. Mais quand ils se furent nommés, le chef de poste se leva avec un visible empressement et leur tendit la main. « Par ma foi, dit-il, je vous félicite de votre belle capture de cette nuit. » Le père Absinthe et Lecoq échangèrent un regard inquiet. « Quelle capture ?» firent-ils ensemble. « Cet individu que vous m'avez expédié cette nuit, si bien ficelé. »« Eh bien ?» Le chef de poste éclata de rire. « Allons, fit-il, vous ignorez votre bonheur.
Ah, la chance vous a bien servi, et vous aurez une jolie gratification. Enfin, qui avons-nous pris ? Demanda le père Absinthe, impatienté. Un coquin de la pire espèce, un forçat en rupture de ban, recherché inutilement depuis 3 mois et dont vous avez certainement le signalement en poche. Joseph Couturier, enfin !» Au dernier mot du chef de poste, le coq devint si affreusement pâle que le père Absinthe étendit les bras, croyant qu'il allait tomber. On s'empressa de lui avancer une chaise, et il s'assit. « Joseph Couturier ?» bégayait-il, sans avoir, en apparence, conscience de ce qu'il disait. « Joseph Couturier ? Un forçat en rupture de ban ?» Le chef de poste ne comprenait certes rien au trouble affreux du jeune policier, non plus qu'à l'air déconfit du père Absinthe. « Matin, observa-t-il, le succès vous fait une fière impression, à vous autres. Il est vrai que la prise est fameuse. Je vois d'ici le nez de Gévrol, qui, hier encore, se prétendait seul capable d'arriver à ce dangereux coquin. » Ainsi, jusqu'à la fin, les événements se moquaient à plaisir du jeune policier. Quelle ironie que ces compliments, après un échec sans doute irréparable. Ils le cinglèrent comme autant de coups de fouet, et si cruellement qu'il se dressa, retrouvant toute son énergie. « Vous devez vous tromper, » dit-il brusquement au chef de poste. « Cet homme n'est pas Couturier. »« Je ne me trompe pas, rassurez-vous. Son signalement se rapporte trait pour trait à celui de la circulaire qui ordonne de le rechercher. Il lui manque bien, ainsi qu'il est spécifié, le petit doigt de la main gauche. »« Oh, c'est une preuve, » gémit le père Absinthe. « N'est-ce pas ? Eh bien, j'en sais une plus concluante. Couturier est une vieille connaissance à moi. Je l'ai déjà eu en pension toute une nuit, et il m'a reconnu comme je le reconnaissais. » À cela, pas d'objection possible. C'est donc d'un tout autre ton que le coq reprit. « Du moins, camarade, vous me permettrez bien d'adresser quelques questions à notre prisonnier. »« Oh, tant que vous voudrez. Après, toutefois, que nous aurons barricadé la porte et placé 2 de mes hommes devant. Ce Couturier est un gaillard qui adore le grand air et qui nous brûlerait très bien la politesse. » Ces précautions prises, l'homme au feutre fut tiré du violon où il était enfermé. Il s'avança tout souriant, ayant déjà recouvré cette insouciance des vieux repris de justice qui, une fois arrêtés, sont sans rancune contre la police, pareils en cela aux joueurs qui, ayant perdu, tendent la main à leur adversaire. Du premier coup, il reconnut le coq. « Ah, c'est vous, dit-il, qui m'avez servi. Vous pouvez vous vanter d'avoir un fier jarret et une solide poigne. Vous êtes tombé sur mon dos comme du ciel, et la nuque me fait encore mal de vos caresses. » « Alors, fit le jeune policier, si je vous demandais un service, vous ne me le rendriez pas ? » ?»« Oh, tout de même, je n'ai pas plus de fiel qu'un poulet, et votre face me revient. De quoi s'agit-il ? » ?»« Je désirerais quelques renseignements sur votre complice de cette nuit. » La physionomie de l'homme au feutre se rembrunit à cette question. « Ce n'est certainement pas moi qui les donnerai, » répondit-il. « Pourquoi ? Parce que je ne le connais pas. Je ne l'avais jamais tant vu que hier soir. » « C'est difficile à croire. Pour une expédition comme celle de cette nuit, on ne se fie pas au premier venu. Avant de travailler avec un homme, on s'informe. »« Eh !» interrompit Couturier. « Je ne dis pas que je n'ai pas fait une bêtise. Je m'en mords assez les doigts, allez. On ne m'ôtera pas de l'idée, voyez-vous, que ce lapin-là est un agent de la sûreté. Il m'a tendu un piège, j'y ai donné. C'est bien fait pour moi, il ne fallait pas y aller. »« Tu te trompes, mon garçon, » prononça le coq. « Cet individu n'appartient pas à la police. Je t'en donne ma parole d'honneur. » Pendant un bon moment, Couturier examina le jeune policier d'un air sagace, comme s'il eût espéré reconnaître s'il disait vrai ou non. « Je vous crois, » dit-il enfin, « et la preuve, c'est que je vais vous conter comment les choses se sont passées. Je dînais seul, hier soir, chez un traiteur tout en haut de la rue Mouffetard, quand ce gars-là est venu s'asseoir à ma table. Naturellement, nous nous mettons à causer, et il me fait l'effet d'un camarade. À propos de je ne sais quoi, il me dit qu'il a des habits à vendre, et qu'il ne sait comment s'en défaire.
Moi, bon garçon, je le conduis chez un ami qui le lui achète. C'était un service, n'est-ce pas? Comme de juste, il m'offre quelque chose, moi je réponds par une tournée. Il propose des petits verres, moi je paie 1 litre. Si bien que, de politesse en politesse, à minuit, j'y voyais double. C'est ce moment qu'il choisit pour me parler d'une affaire qu'il connaît, et qui doit, jure-t-il, nous enrichir tous deux du coup. Il s'agit d'enlever toute l'argenterie d'une maison colossalement riche. Rien à risquer pour toi, me disait-il. Je me charge de tout. Tu n'auras qu'à m'aider à escalader un mur de jardin et à faire le guet. Je réponds d'apporter en 3 voyages plus de couverts et de plats d'argent que nous n'en pourrons porter. Dame, c'était tentant, n'est-ce pas? Vous eussiez topé d'emblée à ma place. Eh bien, moi, non, j'ai hésité. Tout soûl que j'étais, je me méfiais. Mais l'autre insiste, il me jure qu'il connaît les habitudes de la maison, que tous les lundis il y a grand gala, et que ces jours-là, comme on veille tard, les domestiques laissent tout à la traîne. Alors, ma foi, je le suis. Une fugitive rougeur colorait les joues pâles de Lecoq. « Es-tu sûr, demanda-t-il vivement, es-tu certain que cet individu t'a dit que le duc de Sairmeuse reçoit tous les lundis? Parbleu, comment l'aurais-je deviné? Il avait même prononcé le nom que vous venez de dire, un nom en euse. » Une idée bizarre, inouïe, absolument inadmissible, venait de traverser l'esprit du jeune policier. Si c'était lui, cependant, se disait-il, si May et le duc de Sairmeuse n'étaient qu'un seul et même personnage. Mais il repoussa cette idée, et même il se gourmanda de l'avoir eue. Il maudit cette disposition de son imagination qui le poussait à voir dans tous les événements des côtés romanesques et invraisemblables. À quoi bon chercher des solutions chimériques lorsque les circonstances étaient si simples? Qu'y avait-il de surprenant à ce qu'un prévenu, qu'il supposait un homme du monde, sût le jour choisi par le duc de Sairmeuse pour recevoir ses amis? Cependant, il n'avait plus rien à attendre de Couturier. Il le remercia, et, après une poignée de main au chef de poste, il sortit, appuyé au bras du père Absinthe. Car il avait besoin d'un appui. Il sentait ses jambes plus molles que du coton. La tête lui tournait, il avait des éblouissements. Il ne pouvait comprendre comment, par quelle magie, par quel sortilège, il avait perdu cette partie dont il avait accepté avec tant de confiance les hasards. Et il l'avait perdue misérablement, honteusement, sans lutte, sans résistance, d'une façon ridicule. Oui, ridicule. S'être cru le génie de son état et être ainsi joué sous jambe. Pour se débarrasser de lui, Lecoq, mais n'avait eu qu'à lui jeter un faux complice, ramassé au hasard dans un cabaret, comme un chasseur qui, serré de trop près par un ours, lui jette son gant. Et ni plus ni moins que la bête, il s'était laissé prendre au stratagème grossier. Cependant, le père Absinthe s'inquiétait de la morne tristesse de son collègue. « Où allons-nous ? demanda-t-il. Au palais ou à la préfecture ?» Lecoq tressauta à cette question, qui le ramenait brutalement à la désolante réalité de la situation. « À la préfecture, répondit-il. Pourquoi faire? Pour m'exposer aux insultes de Gévrol? C'est un courage que je ne me sens pas. Je ne me sens pas la force, non plus, d'aller dire à M. Segmuller « Pardon, vous m'aviez trop favorablement jugé, je ne suis qu'un sot. » Qu'allons-nous donc faire? Ah, je ne sais pas. Peut-être m'embarquer pour l'Amérique. Peut-être me jeter à l'eau. Il fit une centaine de pas, puis s'arrêtant tout à coup. « Non !» s'écria-t-il, en frappant rageusement du pied. « Non, cette affaire ne restera pas là. J'ai juré que j'aurais le mot de l'énigme. Je l'aurai. Comment? Par quel moyen? Je l'ignore. Mais il me le faut. Il m'est dû. Je le veux. Je l'aurai. » Pendant 1 minute, il réfléchit. Puis, d'une voix plus calme, « Il est, reprit-il, un homme qui peut nous sauver. Un homme qui saura voir ce que je n'ai pas vu, qui comprendra ce que je n'ai pas compris. Allons lui demander conseil. Sa réponse dictera ma conduite. Venez. »